Très concrètement, ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble, moi je vais vous partager les 5 effets vertueux, de l'art et intéressants pour les entreprises. Issus de mon expérience, de mon parcours personnel que je vais vous partager, et qui sont particulièrement bénéfiques aux entreprises. Nous allons ensuite aborder les 3 principes, les 3 partis pris qu'il faut avoir pour implémenter correctement des dispositifs artistiques dans les entreprises. Et enfin, je vous parlerai un petit peu de ce qu'on fait à The Caring Gallery pour que, justement, l'art soit au service des entreprises et en particulier des entreprises qui souhaitent, être, vertueuses, se transformer, développer une RSE. Voilà. Donc juste un petit mot sur ce qu'on fait et pour situer un petit peu, ce qu'on ne va pas faire pendant ces 30 minutes. The Caring Gallery, c'est, la première entreprise à mission du marché de l'art. C'est-à-dire qu'on a une raison d'être qui est de faire de l'art un levier, au service, d'un monde plus durable et plus juste. Alors ça paraît être une belle phrase comme ça, mais elle est inscrite dans nos statuts. On va avoir un audit prochainement pour, vérifier qu'on fait bien ce qu'on dit et donc pour le faire, on se consacre vraiment, à des artistes qui témoignent des grands défis environnementaux et sociétaux actuels et on réalise des expositions tout au long de l'année. Certains d'entre vous peut-être y ont déjà participé. On a signé notre 6e exposition, dernièrement sur le climat. Et donc on travaille avec des artistes engagés et donc leurs œuvres, vont avoir un impact. Et c'est de ça qu'on va traiter aujourd'hui. Dans notre engagement aussi, on associe les ONG puisqu'on a décidé de reverser 10 de nos ventes à des ONG, partenaires. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne va pas aborder ce que vous avez peut-être l'habitude d'entendre au sujet de l'art et des entreprises, c'est-à-dire que, l'art c'est beau, l'art, on peut défiscaliser, l'art c'est bien dans les bureaux, et cetera, et cetera. Ce qui est très bien, mais vous n'avez pas besoin d'un webinar et vous le savez déjà et voilà. Nous, on va vraiment, se concentrer et c'est vraiment, là-dessus que moi je me concentre depuis plus de 15 ans, sur le rôle actif de l'art. C'est-à-dire comment l'art peut nous aider, grosso modo à nous améliorer, si on veut faire court. Et donc pour partager ça, je vous propose en 2 temps. D'abord via ce petit slide en fait. Donc on a des tas de ressources à vous partager là-dessus sur, le constat que les neurosciences ont fait sur, les super pouvoirs de l'art, sur notre cerveau. C'est-à-dire que lorsqu'on est confronté à une expérience artistique, il se passe plein de choses dans notre cerveau, et entre autres, l'enseignement principal, c'est qu'effectivement, vous savez, on a 2 cerveaux, le droit et le gauche. L'un dédié, rationnel, à la compréhension, aux idées, aux chiffres et cetera. Et puis l'autre qui est plus le règne de l'imaginaire, des émotions, et que par définition en entreprise, on est amené à moins investir, même si c'est en train de changer. Et donc ce qui se passe quand on regarde une œuvre d'art, quelque chose qui est beau, quelque chose qui nous émeut, eh bien on arrive à penser, à réfléchir et à être émouvoir en même temps. Donc je vous la fais courte, mais on a des tas de sources là-dessus et ce pouvoir, déjà, ce super effet de l'expérience artistique va être particulièrement, vertueux pour les entreprises, parce qu'effectivement, il ne suffit pas de comprendre quelque chose pour s'engager, et dans des mécaniques de transformation. Donc on va s'appuyer, là-dessus et on pourra partager avec vous toutes les ressources qu'on a là-dessus. Il y a des livres passionnants et vraiment c'est très intéressant et pour aborder ce sujet de comment l'art peut être implémenté dans les entreprises, et vertueux, j'ai choisi de vous partager un petit peu mon expérience personnelle, de ce qui s'est passé pour moi et de ce que j'ai appris. Je vais vous passer un 1er extrait vidéo. Ne pas oublier, je l'avais oublié, le premier extrait, ça veut dire qu'il y en aura un deuxième. Alors le premier extrait, c'est, un extrait
de Jérôme Cohen, qui est le président, le fondateur de Engage, qui est un collectif qui sensibilise et qui forme les entreprises au développement durable et à leur transformation environnementale. Et on l'avait invité à The Caring Gallery, et voilà ce qu'il dit sur le rôle de l'art. C'est prendre de la hauteur vis-à-vis du réel, vis-à-vis de ce qui nous arrive. Prendre une certaine forme de distance, mettre en mots, raconter une nouvelle histoire de l'évolution du monde et notre rapport au monde. Et peut-être que ces artistes peuvent nous aider à ressentir au plus profond de nous-mêmes la radicalité dont on a besoin. Ce n'est pas les économistes, ou certains peut-être, ce n'est pas les hommes d'entreprise qui vont nous apprendre ça, c'est probablement les scientifiques, probablement les philosophes, les penseurs, les intellectuels, et ô combien les artistes. C'est eux aussi qui doivent faire émerger des nouveaux symboles, qui vont nous entraîner dans un récit qui fasse envie. Ce n'est pas les autres. Voilà, alors ce que dit Jérôme est excessivement éclairant sur cette notion que pour s'engager, il ne suffit pas de comprendre, il faut autre chose, et que les artistes ont un rôle excessivement vertueux à nous apporter. Alors je vais vous partager mon expérience personnelle. Moi, je travaillais dans le monde automobile, je travaillais sur la gauche au sein du groupe PSA. J'ai travaillé pendant de nombreuses années. Et je suis passée à 37 ans, il y a un petit moment de ça, sur la partie droite. Et là, ce sont des compressions d'automobiles de César, c'est-à-dire dans le monde de l'art. Et en fait, ce qui se passe quand on fait ça, et c'est très important de comprendre que c'est deux mondes qui fonctionnent complètement différemment, parce que quand on parle de l'art et des entreprises, ça nécessite de croiser ces deux mondes qui sont excessivement différents, et donc il faut des méthodes, il faut des process, et il faut comprendre les différences. Quand on travaille dans le monde de l'entreprise, c'est le règne de la performance, des KPIs, des résultats, de la pensée, des objectifs, de l'organisation, du management, de la performance, tout ce registre-là qui est formidable, qui est admirable, que personnellement j'aime beaucoup. Et puis je l'ai quitté parce que certainement il y avait une perte de sens, comme beaucoup de personnes qui effectivement ont ce regard peut-être critique sur les entreprises, et même si j'adore le groupe PSA. Et donc je suis passée de l'autre côté, dans le monde de l'art, et je suis passée par Drouot Formation, et le patron de Drouot Formation, un monsieur absolument génial, quand je lui ai dit que je travaillais au marketing, à la publicité, dans l'automobile, et que je voulais travailler dans l'art, il m'a dit ça va pas être facile. Et il avait raison, mais en même temps il avait tort. Et donc je vais vous partager les 5 œuvres qui ont jalonné un peu mon périple, mon éducation artistique, et qui m'ont fait comprendre à quel point à la fois l'art était vertueux, mais à quel point pour les entreprises il y avait un gap énorme à franchir. Donc la première œuvre que j'ai rencontrée, donc j'ai quitté un beau poste chez PSA, c'est pas animé, donc ça vous met les petits bandeaux qui devaient être animés, mais c'est pas bien grave. L'œuvre qu'il y a derrière, c'est une œuvre d'Anthony Caro, et je suis rentrée chez Templon, la galerie Templon, qui est une très grosse galerie. C'était la première galerie dans laquelle je rentrais. Je me suis dit chouette, je vais travailler dans l'art, etc. Et j'ai découvert cette espèce d'amas de formes, de tôle rouillée. Et comme il est inscrit au-dessus, Anthony Caro, c'est l'un des plus grands sculpteurs contemporains britanniques. Il a transformé complètement le rapport à l'espace, etc. Et donc là, je me suis dit, merde, j'ai fait une connerie. Qu'est-ce que j'ai fait parce que je ne comprends rien à ce que je vois. Et ça, c'est le premier enseignement, c'est que s'intéresser à l'art, et en particulier se frotter à l'art contemporain, c'est-à-dire quelque chose où a priori on va pas comprendre tout de suite, le choc esthétique va pas être là tout de suite, eh bien ça nécessite, on s'exerce à être agile, on s'exerce à rencontrer l'inédit, et de le rencontrer tous les jours. La planète artistique, c'est une planète mondiale où chaque minute, il y a des créateurs qui créent, des galeristes qui montrent, des foires qui se montent, et c'est sans fin. C'est un bain, un bouillonnement d'inédit. Et donc,
cet exercice-là va vous entraîner à embrasser la nouveauté et va vous mettre, vous doter vous-même de super pouvoirs pour accueillir la transformation. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'excessivement vertueux. C'est vous dotez vos collaborateurs, les frottant à l'art, à cette dimension d'inédit que porte par définition l'art contemporain, puisque les artistes contemporains, les bons artistes contemporains, inventent de nouveaux langages. Et donc, en inventant de nouveaux langages, ils vous confrontent à cette espèce de... À chaque fois que vous rentrez dans une galerie, moi, je découvre des choses que je n'avais jamais vues avant. Et donc, ça vous exerce, avant de juger, avant de dire « c'est pas pour moi », eh bien, ça vous exerce à cette sorte d'agilité pour que le nouveau ne vous fasse plus peur et que vous l'embrassiez littéralement. La deuxième chose, c'est que, alors, je suis désolée, les bandeaux devaient s'animer et puis voilà, ils ne s'animent pas. Mais derrière, vous avez cette œuvre, moi, m'a énormément marquée. C'est une œuvre très simple de Piero Manzoni, un artiste italien. Et cette œuvre s'appelle Le socle du monde. Et en fait, le socle du monde, il a tout simplement renversé un socle. Et vous vous rendez compte, quand vous êtes debout à côté, eh bien, qu'il porte le monde. Donc, que vous êtes sur le monde. Et ça, c'est quelque chose qui est naturel dans l'art contemporain. Ça vous incite à voir les choses toujours sous un autre angle, à tourner autour, à regarder le tableau, à le regarder pendant des heures. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. On ne vous tient pas la main. C'est pas comme un film ou une musique. Il n'y a pas un début, une fin. Vous êtes libre, mais dans cette liberté, il y a une sorte d'abîme. Et il faut être curieux pour vous emparer de ça. Et donc, cette espèce de voir les choses toujours sous un autre angle, typiquement dans une entreprise, on n'est pas exercé à ça. On a beau faire des séminaires d'innovation, à incuber des startups, etc., etc. C'est compliqué dans une entreprise de voir les choses sous un autre angle parce que ça nécessite de challenger. Ça nécessite de challenger les process, les chiffres, la façon d'avancer, les idées, etc. Or, ce qui est terrible dans les entreprises, et les grands patrons de grands groupes le savent très bien, c'est l'angle mort. C'est-à-dire, ils ont beau s'entourer, ils ont beau être formés, ils ont beau avoir de l'expérience, ce fameux angle mort qui fait que d'un coup, il y a un Airbnb qui arrive et que le groupe Accor est désemparé parce qu'ils n'avaient même pas l'idée que ça pouvait exister. Et ils n'avaient pas cette curiosité d'aller chercher au-delà de ce que leur organisation avait mis en place. Donc, ce n'est pas leur faute, et depuis, ils ont réagi, ils sont excessivement puissants, etc. Mais il n'empêche, ce fameux angle mort, lorsque vous connaissez un peu l'art contemporain, vous avez cette démarche de curiosité, d'aller toujours regarder les choses sous un autre angle, de sortir du cadre. Et moi, je travaille avec les entreprises depuis excessivement longtemps, et c'est vrai que quand vous appartenez à une entreprise qui vous accapare 8, 10 heures, 12 heures par jour, vous appartenez à un monde. Quand je travaillais dans l'automobile, eh bien, je connaissais tout du monde automobile, mais je ne connaissais pas les autres business, les autres marchés, encore moins l'art, c'était mon passe-temps, mais voilà. Et ça, ce manque de... quelque part, on a l'impression qu'on est formé pour être curieux, pour être intelligent, etc. Mais l'art contemporain vous amène toujours, vous sort de votre zone de confort, comme on dit, et pour toujours vous dire, ah, attention, là, il y a quelqu'un qui pense différemment, il y a un angle mort qui existe. Surtout, posez des questions et vous m'interrompez si c'est pas clair, et voilà. La troisième rencontre artistique que j'ai faite et qui est vraiment, je vais vous dire un cas que j'ai eu avec une entreprise, c'est le fameux lâcher prise, c'est-à-dire composer avec l'incertitude. L'incertitude dans les entreprises, c'est on fait tout pour ne pas qu'elle soit là. On fait des études de marché, on se borde comme on peut pour essayer d'anticiper l'avenir. Et bien sûr, on n'y arrive pas, il y a toujours quelque chose qui arrive. Ce qui est intéressant avec ici, donc vous voyez Jackson Pollock qui est en train de faire ses fameuses peintures Triping. Quand il peint, Jackson Pollock, et il a fait des chefs-d'œuvre absolus, il ne connaît pas le résultat final.
il ne sait pas à quoi sa peinture va ressembler. Il ne peut pas vous dire point par point où est-ce qu'ils vont être, quels sont les traits qu'il va y avoir. Mais il est habité par la certitude, par le sens que son geste a. Et ce qu'on apprend avec l'art, c'est que c'est se lâcher prise par rapport au résultat final. J'ai accompagné la Française des Jeux dans une grosse commande artistique pour leur siège social à Issy-les-Moulineaux il y a quelques années. Faire appel à un artiste pour une œuvre monumentale qui incarne depuis la marque qui est installée. Et effectivement, ils ont été très intelligents parce qu'ils ont accepté que finalement le résultat final, même si l'artiste se projetait, leur expliquait, etc., dans l'art, c'est le chemin qui compte. Et la perfection, c'est le sens qu'on fait, c'est-à-dire le sens qu'on fait à sa démarche. Pollock est parfait parce que il est entièrement habité par le sens qu'il fait, par son geste, par le sens qu'a son geste. Lorsqu'on s'engage dans des stratégies de transformation, dans des stratégies d'impact, dans des stratégies où on va dire oui, notre entreprise va impacter positivement le monde, elle ne va pas se contenter de faire des produits parfaits, et bien on se frotte au monde et on ne peut pas garder ce domaine de la perfection tangible. On est obligé d'aller vers le sens et de se dire on croit à ce qu'on fait, on croit qu'il faut être plus vertueux en matière environnementale, c'est ce sens-là qui nous guide et on va s'améliorer chaque jour. Et donc, l'art nous apprend à lâcher prise, à composer avec l'incertitude et à se dire que finalement, dès lors qu'on part avec le sens, qu'on est convaincu d'une action, on a raison de la faire et on la fait. Enfin, il y a quelque chose de très important et c'est peut-être le plus important, ressentir, faire de la place à l'émotion. Comprendre ne suffit pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comprendre que le défi climatique est une urgence, comprendre qu'il y a des inégalités sociales, qu'il y a des discriminations, s'insurger à titre personnel, ça suffit pas, souvent, à se lever de son canapé et à agir. En particulier lorsque l'entreprise s'engage dans des stratégies où il faut transformer sa façon de travailler pour tenir compte d'objectifs environnementaux beaucoup plus soutenus, etc. C'est souvent vécu comme une contrainte. Le grand vide, le grand manque, c'est que les entreprises souvent n'arrivent pas à le faire ressentir à leurs collaborateurs et à commencer à raconter une histoire personnelle, à convoquer personnellement chacun de leurs collaborateurs. Et je vous mets cette image de Mark Rothko devant une de ses toiles. Mon histoire personnelle avec Mark Rothko et qui m'a fait comprendre ça, c'est qu'à un moment donné, on ne comprend pas, on ne peut pas aimer les toiles de Rothko, qui est un des plus grands peintres du XXe siècle, si on n'est pas touché par l'œuvre. Et ça n'arrive pas comme ça, en passant, en étant pressé. Il faut s'asseoir, il faut attendre. Et moi, la technique moderne, pour la rétrospective de Mark Rothko il y a quelques années, je me suis assise et j'ai attendu. Et il y a un célèbre historien de l'art qui s'appelle Daniel Arras, qui était spécialiste de la Renaissance italienne, qui disait il y a un moment où la peinture se lève. Et c'est ça. C'est-à-dire que la peinture se lève, vient vers vous. Et à ce moment-là, vous êtes aspiré par l'œuvre et vous convoquez l'émotion. À partir du moment où l'émotion est là, c'est une expérience mémorable où vous comprenez le sens de ce que vous voyez. Ça, c'est quelque chose d'absolument formidable. C'est un super pouvoir qu'a l'art de convoquer l'émotion en même temps que le sens. Et on en revient aux neurosciences du début. Donc voilà pour les œuvres qui m'ont particulièrement marquée et qui comprennent des enseignements où on peut se dire, bah oui, tout ça, c'est excessivement vertueux et l'entreprise en a besoin, bien évidemment, parce que ce que font les organisations, c'est excessivement exigeant, difficile. Il y a quelques chiffres qui disent à quel point les engagements RSE des entreprises sont fondamentaux. Quasiment tous les consommateurs disent oui, on se tourne plus facilement vers des marques qui partagent nos valeurs. Et les valeurs, c'est pas rien.
Ça veut dire renoncer à certaines choses, ça veut dire être beaucoup plus vertueux en termes social, mieux traiter leurs collaborateurs, le sourcing des fournisseurs excessivement vertueux, etc. Mais en même temps, il n'y a que 23% qui les pensent sincères. Côté collaborateurs, c'est un peu pareil, c'est-à-dire 84% des collaborateurs sont ravis que leur marque est une RSE, trouvent que c'est vraiment motivant, sont beaucoup plus fidèles, engagés dans une entreprise qui est responsable. En même temps, il n'y a qu'un collaborateur sur deux qui sait dire spontanément quelle est la mission, quelle est la raison d'être de son entreprise. Et donc, ça veut dire quelque part que l'entreprise a besoin de leviers pour être davantage efficace, pour communiquer ses engagements et pour embarquer, pour convoquer tout le monde. Et c'est là que ça devient intéressant. Tout ce qu'on a vu, c'est-à-dire les vertus de l'art, ce que ça fait sur nous, à travers ces 5 petits exemples assez personnels que je vous ai partagés, l'entreprise ne peut pas s'en emparer comme ça. Il y a des partis pris à avoir. Le premier parti pris, c'est de considérer que l'art n'est pas une fin en soi et que l'art est un moyen. Or, aujourd'hui, dans le monde de la culture, effectivement, lorsqu'on travaille uniquement dans l'art, quand on est artiste, quand on est commissaire d'exposition, quand on est patron d'une institution, on a tendance à considérer que l'art est au-dessus de tout. Et c'est vrai, Picasso disait l'art lave notre âme de la poussière du quotidien, c'est excessivement vrai. Un autre artiste disait, Robert Filiou, que l'art est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art. Oui, il y a une noblesse dans l'art, il y a un supplément d'âme, et moi, voilà, j'ai quitté le monde de l'entreprise pour l'art, et c'est pas pour rien. Mais en même temps, si on ne veut pas que l'art soit le fait du prince, le patron qui aime l'art et qui fait sa collection, si on veut vraiment être dans un rôle transformateur de l'art au service de l'entreprise, de sa performance et de sa transformation, il faut admettre et il faut faire en sorte qu'en entreprise, l'art est un moyen au service de sa stratégie, au service de ses objectifs. Nous, à The Karen Galli, on s'est spécialisé dans un art à impact, dans un art qui va témoigner des défis contemporains. Et donc, on va davantage aider l'entreprise dans sa stratégie RSE. Mais quoi qu'on fasse, même une petite toile dans un couloir, selon moi, elle ne devrait pas être là uniquement pour faire joli. C'est trop facile, c'est de la décoration, comme les meubles. Et l'art, c'est pas un meuble. L'art a un pouvoir considérable. Pour le convoquer en entreprise, il faut être capable de le mettre à son service. Le deuxième parti pris qu'il faut avoir, c'est qu'en entreprise, une œuvre en soi ne suffit pas. Une œuvre, c'est un message. C'est-à-dire qu'il faut considérer que l'art, l'œuvre, et même l'artiste, le témoignage de l'artiste, est un objet communicant. Nous, on a choisi, par exemple, là, vous avez une œuvre de Raphaël Guèze, qui est un artiste qu'on a exposé dans notre dernière exposition sur le climat. Et voilà, vous avez cette boîte aux lettres dans ce monde de glace. Donc normalement, c'est une œuvre animée, c'est un petit cadre animé, un petit film, on le vend également à NFT. Et vous vous dites, il s'est passé quelque chose. Et tout de suite, là, ça convoque le sens, ça convoque le message, le fait qu'on peut se dire que si on fait rien, le monde de demain sera radicalement différent de celui d'aujourd'hui et que ce qu'on connaît comme une boîte aux lettres, notre objet du quotidien, va se retrouver dans un monde qu'on ne reconnaît plus. Donc, la force de ces œuvres-là, c'est de tout de suite, avec le sens qu'elle fait, là je vous le raconte vite, mais dès lors qu'un collaborateur va passer devant, en sachant l'histoire de cette œuvre, en sachant son sens, en connaissant l'artiste, son témoignage, ou un client, ou n'importe qui dans l'écosystème de l'entreprise, ça va être comme je vais parler vulgairement, comme un pense-bête. Il va se dire, ah oui, ça c'est la priorité de ma boîte. On est là pour produire des voitures, des boulons, n'importe quoi. Mais on est aussi Bicorp, mais on est entreprise à mission, où on a une stratégie RSE. Et ce qui est au-dessus de tout, c'est ça. C'est le rôle qu'on joue pour ne pas que cette boîte aux lettres qui est en bas de ma rue
se retrouve là un jour au milieu des glaciers. Le troisième parti pris qu'il faut avoir, donc le premier, c'est avoir un vrai brief, vrais objectifs, un vrai problème à solutionner. Le deuxième, c'est choisir les bonnes œuvres, les œuvres qui vont délivrer le bon message. Et le troisième parti pris, c'est que les deux premiers partis pris, ça ne suffit pas si on n'arrive pas à activer l'art dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une médiation qui est nécessaire. Il faut expliquer. Il faut qu'il y ait cette rencontre entre le public et puis les œuvres. Ici, vous avez Raphaël Peria, qui est une des artistes qu'on a exposée devant, c'était lors du vernissage, devant le public. Et vous voyez les visages. Vous voyez les visages réjouis, captivés. L'artiste est là. Et elle explique son œuvre, qui est une œuvre magnifique, qui dénonce la mort des coraux. Et donc, c'est de la photo, c'est de la peinture, c'est du grattage. Et donc, il y a toute une histoire à raconter autour de ça. Et en entreprise, si on n'accompagne pas l'installation des œuvres d'une médiation appropriée, c'est-à-dire d'événements, de vernissage, de contenu de communication à distiller dans la newsletter, n'importe quoi, ça ne marche pas. Il faut à chaque fois que les collaborateurs, pour qu'ils se sentent concernés, pour convoquer ce rôle actif de l'art, qu'ils aient eu une explication de pourquoi c'est là. Ça ne doit pas être gratuit. Donc, voilà les trois parties pris. Et pour aller un peu plus, pour vous donner une idée de ce qu'on a choisi de faire avec The Caring Gallery, The Caring Gallery, on a choisi de mettre à profit le pouvoir de l'art au sein d'expositions thématiques. Donc là, vous avez notre programmation 2023, vous avez celle de 2022. Notre objectif, c'est de traiter sur les 2 ans qui viennent 15 des 17 objectifs de développement durable de l'ONU. Et on a commencé avec des thématiques qui nous paraissent essentielles, à la fois sur l'environnement et à la fois sur la société. L'économie circulaire, la diversité, la solidarité et le défi de l'eau vont être nos thématiques 2023. Et au-delà de ça, on travaille sur des projets spéciaux pour les entreprises. Donc l'idée de The Caring Gallery, et on est les seuls à le faire parce que peut-être qu'on est les seuls à partager ce goût pour un art actif pour les individus, pour le rôle qu'il va jouer avec notre vie professionnelle dans nos sociétés. On est 100% dédié à ces défis environnementaux et sociétaux. Je vais vous passer un deuxième extrait vidéo qui va vous montrer comment les gens reçoivent ça. Parce qu'on a une façon de faire de l'art donc tout à fait singulière. Hein. On n'est pas dans le petit monde fermé, élitiste de l'art, où rentrer dans une galerie c'est compliqué, c'est pas pour tout le monde, etc. etc. On est vraiment dans un art qui est pour tout le monde à partir du moment où vous êtes curieux et où vous êtes engagé sur les défis de société et environnementaux. Donc, je vais vous passer ce que on redonne à l'art son rôle social. Ce que je trouve top, c'est qu'en fait, à travers les œuvres des artistes, ça réussit à mettre le point sur des problèmes, notamment pour les femmes. Cette œuvre qui concerne une mine de diamants en Afrique du Sud, pour toute la réflexion qu'elle incite à porter sur l'extraction minière, ses conséquences économiques et sociales et surtout environnementales. J'ai travaillé longtemps dans le social et les violences faites aux femmes et tout le message qui vient d'être passé pour dire comment restaurer le corps et comment influencer le monde par son corps. J'ai beaucoup aimé et le message et j'avais été touchée par la photo directement avant même de lire. Parce que c'est empreint d'une petite joie en fait, d'exprimer quelque chose qui ne culpabilise pas, il n'y a pas de morale ici. Voilà, donc là vous avez les expositions qu'on a réalisées sur cette thématique. Et que donc on va continuer. Donc là, j'ai vu qu'il y avait plein de questions.
Ces 10 heures, on va essayer d'y répondre. Alors, attendez, laissez-moi un tout petit peu de temps. Est-ce qu'une affiche peut être une œuvre d'art? Donc là, Brigitte, c'est une question un petit peu en marge de l'échelle, mais non, il y a des règles très spécifiques qui définissent ce qu'est une œuvre d'art. Je pourrais vous répondre par mail. Comment faites-vous pour que l'art ait un impact RSE pour les entreprises? Donc Christelle, Christelle, c'est un petit peu dans le déroulé qu'on y a répondu, c'est-à-dire qu'il y a des principes à appliquer et nous, on développe un certain nombre de prestations. Donc déjà, on met à disposition nos expositions thématiques pour les entreprises qui sont engagées sur ces défis-là pour qu'elles puissent se réunir et bénéficier de tout le pouvoir des œuvres qu'il y a autour pour connecter leurs collaborateurs avec à la fois le sens qu'elles font, mais à la fois aussi avec l'émotion que suscitent ces œuvres, pour des expériences beaucoup plus mémorables et beaucoup plus personnelles de ces sujets RSE. On met aussi de l'art dans les entreprises. On essaie, comme ce slide le dit, d'avoir les bonnes œuvres pour les bons messages. C'est comme ça qu'on y arrive. On développe en fait toute une gamme de prestations aussi sur mesure. Une entreprise peut très bien nous demander, et c'est d'ailleurs ce sur quoi on travaille, sa propre exposition RSE pour exprimer de façon sensible et artistique ses engagements et créer des occasions de contact et d'impact beaucoup plus fortes. Et on lance là un club à l'année pour les entreprises qui mélangent l'acquisition d'œuvres, des événements, des rencontres sur mesure. Et l'enjeu pour nous, Christelle, c'est vraiment de démocratiser l'accès à l'art, de ne pas se contenter, comme souvent, de grands séminaires dans de belles institutions pour dire à quel point l'art, c'est bien pour les marques de luxe, etc. Non, l'art est accessible à toutes les entreprises dès lors qu'elles veulent s'améliorer, communiquer et partager leur stratégie RSE. Voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Voilà, on va clôturer ce chat. On a presque débordé là, je crois. Ce qu'on vous invite à faire, c'est vraiment à nous écrire. On a plein de ressources à vous partager. N'hésitez pas à nous poser toutes les questions que vous souhaitez. On est à votre disposition. Et surtout, à nous dire quel focus vous aimeriez qu'on fasse pour l'épisode 2, qui est calé le 26 janvier à 9h30. Donc, on va vous partager tout ça. Et voilà, là, vous avez mon contact. Et on est preneur de vos réactions. Est-ce que vous avez trouvé ça intéressant? Est-ce que ça a suscité chez vous des questions? Est-ce qu'il vous manquait des choses? Voilà.